Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je vous remercie d'être nombreux pour écouter ce soir Madame Toledano. Avant de la présenter, je voudrais vous donner quelques informations un peu de logistique. La première, c'est que lors de la conférence de Madame Marie-Christine Labourdette, il y a quelques semaines, son livre n'était pas disponible. Depuis lors, il est arrivé, donc vous le trouverez si certains d'entre vous s'intéressent au Musée de France, qui est le thème de son livre, ou à sa conférence. Vous trouverez là, tout à l'heure, on en a quelques exemplaires qui seront disponibles. Et il y aura bien sûr le livre de Joël Toledano qui sera disponible aussi tout à l'heure. Ensuite, je voudrais vous parler de la conférence de Maria Guadalupe, qui est la prochaine, pour que vous ayez un peu d'idée de quoi s'agit-il, comment elle se situe dans les conférences. Maria, qui est un professeur de l'INSEAD, professeur d'économie, réfléchit sur comment, de nos jours, les technologies d'information et l'intelligence artificielle modifient et vont modifier de plus en plus notre quotidien. Et elle va le regarder plus particulièrement sous l'angle de l'entreprise, mais aussi de la formation et de l'éducation. Donc elle va regarder un petit peu comment l'intelligence artificielle et la digitalisation vont avoir un impact sur la vie quotidienne, enfin l'ont déjà beaucoup, on va en parler aujourd'hui, mais vont avoir un impact encore plus important. Et quelles sont les formes d'organisation au niveau familial, au niveau de la société, qu'est-ce qui va se passer? Elle fait une étude prospective sur ce sujet. Je pense que c'est un thème qui devrait intéresser beaucoup de monde, pas seulement des parents qui s'intéressent à l'éducation ou à la formation de leurs enfants, mais aussi de manière générale pour le public bellifontain. Je voudrais vous signaler aussi qu'à la suite, je ne sais pas si c'est à la suite, mais peu après cette conférence, le 25 novembre, donc dans relativement peu de temps, il y aura une conférence ici organisée par le Rotary pour financer des bourses. Le Rotary de Fontainebleau contribue à aider des jeunes qui ont des difficultés financières pour faire leurs études et donc organise une ou deux fois par an des conférences. Et ce sera dans cet amphi d'ailleurs, le 25 novembre à 20h. Une conférence qui s'appelle « Des intelligences très artificielles, quel futur pour l'humanité ?» On m'a demandé de porter ça à votre attention, donc je le fais comme on me l'a demandé. Je voudrais vous parler de la conférence de ce soir. Alors, vous savez, chaque conférence essaie d'ouvrir une fenêtre ou d'agrandir une fenêtre sur un thème qui nous semble, ou qui me semble particulièrement, mais peut-être aussi au docteur Catel Le Goulven, qui maintenant va progressivement peut-être reprendre ses conférences, en tout cas, qui travaille avec moi avec beaucoup d'intelligence et de talent. Et on a essayé de trouver des thèmes qui étaient porteurs d'une réflexion qu'on devrait avoir sur ce qui va se passer, pour qu'on soit peut-être moins pris par surprise. Parce que si on sait ce qui va se passer, on peut peut-être un peu s'y préparer, ou en tout cas voir comment s'y préparer, plutôt d'être pris à la dépourvue. Donc les différents thèmes de cette année, vous l'avez vu, enfin, bon, le premier c'était sur le rôle de la beauté finalement, ou le rôle de l'art ou des musées, et quel rôle ça peut avoir dans la société. C'était aussi une façon d'introduire la nouvelle présidente du château de Fontainebleau. Mais les autres sujets, celui sur l'islam, par exemple, qui aura lieu au mois de décembre, où là, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en termes d'islam en France et comment les experts voient un peu le futur. C'est un sujet particulièrement sensible et à mon avis, d'une grande importance pour nous tous de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et la dernière conférence, ça sera, je vous l'ai dit, Serge Tisseron, dont on aura l'occasion d'en reparler. Rentrons sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, par Joël Toledano, c'est quelqu'un qui a un profil tout à fait original parce qu'elle associe à la fois l'expérience de l'entreprise privée et de l'entreprise publique, la Poste par exemple, et en même temps une référence académique parce qu'elle est professeure en même temps. Elle est professeure à Dauphine et elle était professeure jusqu'à il y a quelque temps à Supélec.
et elle a aussi toutes sortes de responsabilités au niveau des organismes qui réfléchissent à la régulation dans le contexte très général de la digitalisation et plus particulièrement sur les GAFA. Et donc elle a beaucoup travaillé avec des organismes qui essaient de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que ça peut être régulé. Les GAFA, vous en êtes tous des utilisateurs, vous utilisez Facebook, vous utilisez Outlook en permanence, vous utilisez Google, etc. Et donc vous êtes finalement prisonnier de ces outils qui vous sont très précieux, souvent gratuits pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur et comment les États au niveau national ou au niveau européen, qu'est-ce qui peut se faire? Comment peut-on essayer d'empêcher que le manque de concurrence, à cause de la richesse finalement de ces entreprises, de leur pouvoir considérable, arrive à contrer, à vivre indépendamment des pressions ou des règlements qui seront mis en place par les États et par les citoyens. Et donc, Joël Toledano a écrit un livre qui avait fait beaucoup parler de lui sur les GAFA. Vous le trouverez là tout à l'heure. Et ce soir, elle va vous entretenir de ce sujet qui, je pense, va intéresser tout le monde. Joël. C'est important pour commencer. C'est important pour bien commencer. Absolument. Si on ne vous entend pas. Oh, au pire, j'ai ça. J'ai un autre micro là. Bien. Bonjour, je suis absolument ravi d'être là. Un peu moins ravi d'avoir un masque dont j'ai l'impression qu'il est en train de me tomber du nez. Donc, toutes mes excuses s'il y a quelques petits problèmes d'intendance. Alors, le slide que vous avez sous les yeux, GAFA reprenons le pouvoir, un an après, c'est effectivement le livre dont je vais vous parler et peut-être un petit peu plus de ce qui s'est passé depuis, à un an. Et c'est extraordinaire de voir comment, au fond, le contexte général dans lequel il s'inscrit a changé. Je me souviens des premières interviews que j'ai eu le plaisir de faire à propos de ce livre, où en gros on me disait « Mais vous croyez vraiment qu'on peut faire quelque chose ?» Un an après, vous entendez parler tous les jours de... je ne parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, où le changement est extrêmement rapide, mais du fait qu'il y a 8 projets de loi aux États-Unis qui sont en train de poser un certain nombre de questions et de chercher à faire évoluer la loi américaine, qu'il y a eu la nomination d'un tel ou un tel, qu'il y a à Bruxelles 2 projets, effectivement, qu'on appelle en jargon DMA et DSA, qui visent, là encore, à remettre un peu de régulation. On reviendra pour voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Je suis absolument désolé, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je vais revenir à mon masque, mais paraît-il que dans ce cas-là, il ne sera pas transparent. Donc je vais continuer à essayer avec celui-là, puis si ça continue, je changerai toutes mes excuses. Donc, il se passe beaucoup de choses, et pourtant, si on veut savoir, vous avez sûrement 2 questions à me poser pour commencer. La première, c'est « Mais de quel pouvoir parle-t-elle » Et la deuxième, « Ok, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» De quel pouvoir je vais vous donner 3 exemples de choses qui se sont passées dans le mois qui vient de s'écouler. 3 exemples extrêmement concrets. Il y a un communiqué de presse que je vous recommande du ministère de l'Économie. Il date du 15 octobre et il félicite les agents de la DGCCRF. La DGCCRF, c'est la direction qui s'occupe, entre autres, de la consommation, pour l'énorme travail que ces agents ont fait pour aller chercher dans les différentes entreprises de e-commerce, d'aller vérifier que les produits qui étaient vendus étaient des produits de qualité. Et les 2 chiffres qui sont donnés, qui sont hallucinants, sur un peu plus de 400 saisies qui ont été faites, 68% des produits ne correspondent pas aux normes et 28% sont dangereux. Alors, ils ne sont pas allés chercher des produits standards, ils sont allés dans les jeux, parce qu'ils sont allés dans les appareils électroniques,
Mais en gros, aujourd'hui, la loi ne permet pas à la DGCCRF de faire autre chose que de demander poliment aux entreprises de e-commerce de retirer les objets qui sont là et d'attendre de voir si effectivement, au bout de combien de temps c'est fait. C'est tout. Et donc, on félicite les agents du bon travail qu'ils ont commis. Voilà une forme de pouvoir que n'a plus l'État français, mais l'État américain, vous avez peut-être entendu parler des Facebook Files. Dans le Wall Street Journal, il y a eu récemment, à la suite d'une ancienne salariée de Facebook, qui a mis en évidence toute une série de pratiques. Je n'en retiendrai qu'une qui a fait beaucoup parler d'elle sur Instagram. Un tiers des jeunes filles qui utilisent Instagram ont des conséquences psychologiques, voire très graves, parce que ça promeut une certaine forme d'adolescence, de façon de s'habiller, de se nourrir, etc. Et ça a de très graves conditions psychologiques, et c'est lié à l'algorithme qui est derrière. Troisième exemple, mais là, c'est l'impuissance, elle est américaine. Hein. Les parlementaires, après avoir auditionné cette jeune femme, se disent « Bon, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Troisième exemple que je vous donnerai, et puis on va passer après, mais c'est en ce moment-là, c'est ce dernier mois, Reuters vient de sortir un article très, très approfondi sur les pratiques d'Amazon, sur son marketplace, sur le fait que Amazon copie, en fait, les meilleurs produits qui sont vendus sur ce marketplace pour ensuite faire des produits strictement Amazon, après avoir copié les caractéristiques et la façon de faire et les rendant moins chers. Et là encore, que faire? Apparemment, il n'est pas impossible que sur cette affaire, Jeff Bezos, interrogé par le Parlement, ait menti, et donc il y a peut-être une façon déjà de l'attaquer là-dessus, parce qu'il aurait menti. Mais voilà ces trois exemples. Je vous disais il y a un instant, il se passe des tas de choses, il y a plein de projets, et pourtant, 3 scandales, 3 histoires qui ne donnent pas immédiatement la possibilité au pouvoir public de réagir et de considérer que ce sont des pratiques pas normales. Donc c'est de ce pouvoir-là dont je vous parle, du pouvoir qu'on connaissait bien avant le numérique, et que le numérique, pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir, ne permet plus de faire. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite, et ça c'est peut-être un peu frustrant, ce que, à mon avis, on peut faire. Je voudrais d'abord, ce sera une bonne partie de l'exposé, essayer de reprendre au fond pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera ensuite à se dire, voilà, éventuellement, ce qu'il faut faire. Alors, je vais passer en revue un certain nombre de sujets pour introduire effectivement le processus. Le premier, c'est, vous vous souvenez sûrement, alors pas les plus jeunes qui sont devant, mais les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, mais quand même un peu plus âgés, se souviennent du rêve qui était Internet. C'était Babel, c'était l'endroit où on apprenait tout, c'était aussi les printemps arabes, c'était tout ça. Et c'est encore tout ça, d'ailleurs. Mais c'est aussi quelque chose qui a commencé à nous faire peur, parce que, justement, je vous ai donné quelques exemples en introduction, on a l'impression d'avoir affaire à des acteurs, j'y reviendrai, qui ont une puissance exceptionnelle et des pratiques qui sont au fond des pratiques qu'on aurait pu appeler d'extraterritorialité. Et comment on a pu passer d'une situation qui était cette situation d'émerveillement, où on disait, au nom de l'innovation, tout ça est merveilleux, il ne faut surtout pas toucher à ces entreprises, et il faut les laisser se développer, à des situations dans lesquelles, dans les pays, j'ai envie de dire, qui sont les moins précautionneux à l'égard des états de droit, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Je parle de la Chine, où effectivement, successivement, le patron d'Alibaba, puis d'autres, ont non seulement été plus ou moins mis de côté, mais également soumis à des amendes très très vite et à des obligations de changer de pratique. C'est probablement parce qu'il y a eu un mélange entre de l'émerveillement. Il faut toujours avoir en tête, quand on parle des grands acteurs du numérique, que ce soit de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple et d'autres, que ce qui est au cœur de leur puissance,
c'est qu'ils ont mis le client au centre. Vous vous souvenez peut-être, au XXe siècle, on avait deux phrases qui revenaient tout le temps, c'est le client est au centre et il n'est de richesse que d'hommes. On l'a tous entendu, mais les pratiques des RH n'étaient pas exceptionnelles et le client était rarement au centre. Enfin, en tout cas, il attendait beaucoup au bout du fil d'avoir quelqu'un qui répondait à ses attentes. On a des acteurs qui ont effectivement mis le client au centre, qui ont développé des services nouveaux avec des pratiques qui rendaient la vie beaucoup, beaucoup plus facile, sans parler des tarifs qui, dans de nombreux cas, étaient ceux de la gratuité. À côté de ça, on avait des pouvoirs publics, mais aussi des responsables d'entreprise, des universitaires, des académiques, qui ne comprenaient pas les modèles économiques qui étaient en cause, qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se faire. Et c'est ça qui, progressivement, a commencé à émerger. Et puis, il y a d'autres raisons, y compris le fait que les premiers sujets qui ont intéressé tous ces acteurs, c'est des sujets un petit peu subalternes. Ce n'étaient pas nos grands secteurs de réseau importants du XXe siècle. C'était les jeux, c'était la musique, c'était la publicité. Les acteurs qui s'occupaient de ça ne pouvaient pas être des choses qui étaient très, très inquiétantes et très dangereuses. Cet ensemble d'éléments a fait qu'on a laissé se développer effectivement toute une série d'activités dans une économie qui est ce qu'on appelle l'économie numérique maintenant, qui a un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je vais revenir, et qui font que ces caractéristiques poussent à la monopolisation des marchés, que la concurrence s'effectue plus pour le marché, c'est-à-dire qu'il va y avoir, je vais revenir dessus dans un instant, une mécanique qui va faire qu'à un moment, il y aura de la concurrence pour gagner le marché, et puis une fois que ce marché sera gagné, vous aurez un Google qui aura 90% de part de marché, un Amazon qui aura seulement 40% de part de marché, mais le second sera à 5%, vous aurez Facebook, ça va être sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, on aura effectivement des quasi-monopoles, et non seulement des quasi-monopoles, qui ensuite vont verrouiller les marchés. Alors, l'économie numérique, ça fait des bouquins entiers, donc je ne vais pas vous parler que de ça, mais on peut résumer au fond les grandes caractéristiques de l'économie numérique avec deux phrases en anglais, j'en ai traduite une sur deux. La première, c'est « winners take all ». C'est quoi cette idée? On entend souvent cette phrase à propos des élections aux États-Unis. Mais c'est aussi une grande loi de l'économie numérique qui est que les caractéristiques de l'économie numérique sont telles que quand il y a un acteur qui prend le leadership, il prend effectivement le marché. Alors pourquoi? C'est un mélange de ce qu'on appelle les économies d'échelle et les économies de réseau. Les économies d'échelle, vous connaissez bien ça, ce qui est au cœur des industries de réseau physique. C'est la raison, parce qu'il y a des économies d'échelle, qu'il y a, quand vous avez des chemins de fer, il y a une seule rail de chemin de fer et il n'y en a pas trois côte à côte, parce que ça coûte trop cher de répéter, qu'il vaut mieux partager ses coûts. Donc les économies d'échelle, c'est le fait de dire il vaut mieux avoir une infrastructure que plusieurs. Les coûts baissent au fur et à mesure que la quantité augmente. Les effets de réseau, c'est la même idée, mais au lieu d'être sur l'offre, sur ce qui fait le produit, c'est en fait sur la consommation. Vous savez bien que quand il n'y a que deux personnes qui peuvent communiquer par le téléphone, les deux premières personnes qui pouvaient parler avec les téléphones mobiles, elles pouvaient s'appeler, mais enfin, c'était pas terrible, quoi. Et puis est arrivée une troisième personne, et cette troisième personne, non seulement elle peut communiquer avec les deux autres, mais les deux premières, elles ont aussi un troisième interlocuteur. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui sont en train d'utiliser un téléphone, et plus tout le monde est de plus en plus satisfait. Ce qu'on appelle effectivement les effets de réseau du côté de la demande. Puis vous avez les effets de réseau croisés. Je vais vous expliquer ce que c'est très rapidement, là encore. C'est quand
quand vous êtes client d'une entreprise de VTC, chez Uber, l'économie d'Uber, c'est quoi? L'économie d'Uber, pour que ça marche, c'est d'avoir beaucoup de clients et d'avoir beaucoup de voitures. Il faut avoir beaucoup de voitures parce que s'il n'y a pas beaucoup de voitures, vous allez attendre énormément. Il faut avoir beaucoup de clients parce que si vous n'avez pas beaucoup de clients, les voitures, elles n'ont pas intérêt à être là nombreuses à attendre le client. Et en plus ça avance et plus il y a des clients et plus il y a de voitures et plus on sait où sont les clients, à quelle heure et où il faut mettre les voitures. Et tout ça fait que, effectivement, ce qu'on appelle les effets de réseau croisés, c'est le fait que des deux côtés de la plateforme, les clients et les voitures, il y a intérêt à ce que ça se développe le plus possible. On a l'habitude d'appeler ça la poule et l'œuf. Donc, si on veut effectivement des clients, il faut des voitures et réciproquement. Ça, c'est ce que vous avez partout dans l'économie numérique, dans cette économie où vous mettez en relation deux types de marchés et vous allez faire en sorte, les voitures et les clients de ces voitures, ça va être quand vous êtes sur Google, ceux qui vont chercher de l'information et les marchés publicitaires, ça va être la même chose sur Facebook, sur Amazon, ça va être les marchands et les clients. Ce sont deux marchés qui vont se retrouver et que la plateforme va intermédier. Et dans cette économie qui fait que plus vous avez de clients, plus vous avez d'offres, les prix baissent, arrive un moment où quand la taille critique est atteinte, à ce moment-là, c'est effectivement le gagnant qui ramasse la mise. Ça, c'est la première caractéristique de l'économie numérique. La deuxième caractéristique de l'économie numérique, c'est une phrase qui a été prononcée en 2011 par un gourou de la Silicon Valley qui était « Software is eating the world ». C'est cette idée que partout, le software est en train de s'installer et de remplacer les activités. Alors, on le connaît bien sur la musique, où on est passé des disques à l'uploading, puis après au streaming. On l'a vu en téléphonie mobile, où on est passé des antennes au fait de changer à chaque fois les antennes d'un réseau, puis après ne changer que le software. On est en train de le voir dans la voiture. En réalité, le software et le numérique est en train de pénétrer l'ensemble des activités économiques. Et quand vous mettez ensemble, au fond, ces deux caractéristiques que je viens rapidement de vous présenter, on assiste à une modification complète de l'ensemble des chaînes de valeur, de nouveaux acteurs qui s'introduisent, qui s'attaquent aux inefficacités et aux rentes, mais aussi vont contourner les réglementations, remettre en cause les organisations, et parfois à bon escient, si je puis dire, parce qu'il y avait des rentes qui étaient absolument inefficaces. Je ne sais pas si c'est pareil à Fontainebleau, mais c'est vrai qu'on a le sentiment à Paris que les chauffeurs de taxi sont plus aimables depuis qu'il y a eu de la concurrence avec les VTC. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans toute une série de secteurs de l'économie numérique où il y a eu des services de qualité mieux offerts et qui ont induit une amélioration. Alors, oula, oui, c'est collé. Oh là là, pardon. Oui, pardon, c'est vrai que je me sens un peu mieux. Bon, donc j'ai essayé de vous expliquer trop longuement, mais quand même très rapidement, ce qu'était la dynamique générale de l'économie numérique. Vous savez, c'est cette histoire de marchés qui sont mis en relation. On en a entendu parler il y a longtemps, et ça a fait beaucoup parler quand Patrick Lelay a dit « Je vends du temps de cerveau disponible ». C'est ce que font maintenant Google et Facebook. Ils vendent du temps de cerveau disponible. Simplement, ce ne sont plus des personnes qui sont en interface, ce sont des softwares, ce sont des plateformes qui créent ces relations automatiques. Et c'est ce qu'on appelle donc, en jargon d'économiste, des plateformes ou des marchés bifaces qui ont toute une série de caractéristiques économiques sur lesquelles je ne vais pas rentrer en détail. Simplement, c'est parmi ces caractéristiques économiques, il y en a une qui est extrêmement importante et que vous connaissez très très bien,
en réalité, c'est celle qui vous permet d'avoir toute une série de services gratuits. Quand vous mettez en relation deux marchés, qui auparavant étaient indépendants, ce que nous dit la théorie économique, c'est que vous avez intérêt à faire payer ceux qui ont le plus intérêt à ce que ce marché fonctionne. En ce qui concerne Google et Facebook, c'est les publicitaires. Et donc, les autres, ça peut être gratuit, ça peut même être, dans certains cas, le fait de payer les gens pour venir, comme on a connu à une période pour dans les boîtes de nuit, où il était d'usage de faire payer les garçons et éventuellement d'inviter les filles. C'est exactement la même logique économique de deux marchés, où on va jouer sur les prix, mais c'est ce qui se fait de façon complètement industrielle quand on est dans l'économie numérique. Alors, c'est pour ça que vous allez vous retrouver donc avec des dynamiques de monopole, une recherche de taille critique, des développements extrêmement rapides, parce que dès que vous êtes rentré dans cette logique, il va y avoir des entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont, effectivement, le client supplémentaire ne coûte rien et rapporte beaucoup. Ce n'est pas parce que vous avez cette logique qu'a priori, elle va conduire à des monopoles partout. Parce qu'en réalité, quand Google est arrivé, avant il y avait Yahoo qui était présent. Quand Facebook est arrivé, il avait aussi des concurrents. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu quelques acteurs qui sont Google, Amazon, Apple et Facebook, qui, craignant justement qu'il leur arrive à eux ce qu'ils avaient fait aux autres, c'est-à-dire qu'ils ramassent la mise sur une innovation, sur quelque chose qui était encore mieux, ont mis en place des stratégies pour verrouiller ces marchés, en créant des écosystèmes, en créant des immenses entreprises qui se sont développées en tache d'huile à partir de leur activité centrale. Et ils ont mis en place un certain nombre de pratiques. Les acquisitions, vous avez eu en 15 ans plus de 600 acquisitions qui ont été faites par les GAFA. Vous avez eu un autre type de pratique, le fait d'aller prendre un marché à côté du marché précédent, comme Google quand il a tué les comparateurs de prix pour apporter lui-même son offre qui s'appelait Google Shopping. Donc vous avez toute une série de pratiques qui se sont faites dans ces écosystèmes que sont les GAFA, qui très schématiquement sont partis chacun d'une activité cœur. Google a greffé autour de son moteur de recherche de très nombreuses applications pour accéder et traiter toutes les formes d'information. Facebook, son cœur de métier, c'est les réseaux sociaux pour organiser le lien social sous toutes ses formes. Amazon, ils ont commencé par vendre des livres en ligne pour vendre absolument tout et faire effectivement que le consommateur ait la meilleure expérience client possible. Et enfin, Apple, c'est une vie numérique sans couture qui intègre l'ensemble des terminaux et des services. Comment tout ça est fait? Ça part d'une activité cœur et on développe des services qui s'appuient sur des algorithmes et qui sont nourris par des données et les règles qui sont portées par ces algorithmes, et j'y reviendrai très rapidement, et qui veillent à ce que les consommateurs ne quittent pas l'écosystème. Je ne sais pas si vous avez une idée, quand vous utilisez votre smartphone et que vous cherchez quelque chose sur Google, à votre avis, est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de fois, du pourcentage où la réponse va le faire sortir de l'univers Google? Allez, essayez. Bon, quand on est... Oui, non, j'arrive pas. D'accord. Aujourd'hui, dans 30% des cas seulement, vous sortez de l'univers Google. Je vous ai rappelé tout à l'heure que c'était censé être Babel, qu'on était censé aller tout trouver. Aujourd'hui, Google fait tout pour vous faire rester dans son monde, soit en vous proposant du Google Maps, du YouTube, ou même en vous répondant à votre question. Vous avez remarqué maintenant, depuis pas très longtemps, vous avez des réponses qui s'appellent des snippets. Tout ça est fait pour vous faire rester dans le monde Google et évidemment vous faire consommer la publicité Google et ne pas vous faire sortir de
de cet ensemble et avoir le plus d'informations possible vous concernant. Je pourrais vous donner d'autres exemples de ce type, mais c'est exactement cette idée qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux, où tout ce qui va être cherché à travers les algorithmes, c'est des méthodes pour vous faire rester à l'intérieur de ces réseaux sociaux, même si ces méthodes sont des façons en réalité de provoquer de la polarisation, de l'agressivité, etc. Mais l'objectif, c'est de vous faire rester. Et c'est ce que certains appellent l'économie de l'attention. Évidemment, comme vous avez eu des entreprises très puissantes qui se sont développées, elles se sont aussi appuyées sur le fait que d'autres allaient rentrer dans cet écosystème et en profiter, dans la marketplace d'Amazon ou les développeurs d'applications d'Apple. C'est des acteurs qui se sont plugués, finalement, sur l'écosystème de ces entreprises. Chacun y a trouvé son compte au début, mais à partir d'un certain moment, ce compte devient aussi une dépendance et on rentre dans le monde, effectivement, d'une régulation privée. Mais juste un petit coup de projecteur sur Google et Facebook. Vous avez ici, mais j'y reviendrai pas dans le slide, donc le nom de quelques services. En réalité, vous en avez des dizaines et des dizaines, avec à chaque fois un nombre d'utilisateurs absolument incroyable. Il y a 1 milliard d'utilisateurs de Google Maps, il y a 2 milliards d'utilisateurs de YouTube. Vous avez 1,5 milliard d'utilisateurs de Gmail. Et ce monde-là est un monde où effectivement l'objectif est de conserver l'attention des utilisateurs pour récupérer les données et maximiser les revenus de la publicité. En réalité, Google est la première entreprise de publicité mondiale. Ce n'est pas du tout les Dentsu et autres Havas ou je ne sais quoi dont on a entendu parler. Google, c'est 150 milliards de dollars de publicité. Facebook, c'est 90 milliards de publicité. C'est la deuxième entreprise de publicité mondiale. Et donc, une fois que vous avez ça en tête, vous voyez que ce qui compte pour ces entreprises, c'est effectivement le modèle économique de publicité et qu'à partir de là, les services qui vont vous être offerts vont être faits pour maximiser ce modèle de publicité, pour organiser cette publicité. Pour Facebook, idem, il y a, si vous prenez l'ensemble de l'environnement Facebook, pas seulement Facebook, mais WhatsApp, Instagram, Messenger, vous avez 3,5 milliards de personnes dans le monde qui utilisent ces services. Là, c'est tout utilisateur confondu. On est, moi, je dois avoir WhatsApp et Instagram, donc je compte une fois dans ce chiffre-là, bien sûr. Quelques éléments, je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que les acquisitions ont été un moyen de se développer et aussi de tuer la concurrence. L'exemple de Facebook est à ce niveau-là assez instructif. Je vous ai mis là deux exemples qui sont assez connus parce qu'ils sont assez fascinants. C'est WhatsApp et Instagram. WhatsApp, c'est une boîte qui a été créée en 2010. Facebook s'est rendu compte par une grande surveillance de ce qui se passait sur le net que cette entreprise avait un énorme potentiel. En 2012, ils avaient un énorme potentiel, mais ils avaient 30 millions de clients, ce qui n'est quand même pas le bout du monde. Et ils ont été rachetés. Et c'était en réalité un outil de partage de photos uniquement dans le monde de l'iPhone, dans iOS, le système d'exploitation. Facebook les a rachetés pour 1 milliard de dollars à ce moment-là. Instagram, qui avait 5 ans quand Facebook l'a racheté, a été racheté pour 22 milliards de dollars, alors qu'il y avait 32 personnes dans cette société, 450 clients, mais 32 personnes qui faisaient du développement informatique et quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Quand on regarde comment ça s'est passé, alors que ces entreprises aujourd'hui sont considérées comme parmi celles qui auraient pu faire de la concurrence à Facebook, on comprend deux choses. Un, quand on regarde bien dans les mails qu'on a retrouvés de Zuckerberg, etc., qu'ils ont été rachetés parce que le patron de Facebook
a identifié que ça pouvait être des concurrents de Facebook. Et donc, c'est pour ça que ces prix ont été payés. Et deuxièmement, plus inquiétant d'une certaine façon, c'est que, contrairement à ce qu'on dit parfois, ces acquisitions ne sont pas du tout passées sous le radar des autorités de contrôle. Ils ont été vus par les autorités de contrôle qui n'ont rien trouvé à redire à ces acquisitions. Tout simplement, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'elles n'avaient pas les outils intellectuels et juridiques pour le faire. J'ai commencé à vous le dire, je voudrais prendre quelques exemples et l'illustrer. Ces mondes de ces entreprises mettent en place ce qu'on appelle une régulation privée, une loi privée, pour organiser leur écosystème. Ça va être cette loi qui va faire qu'effectivement, Amazon va organiser sa place de marché, va définir les règles, va avoir un algorithme qui va mettre en avant tel ou tel type de produit, va créer un outil marketing absolument génial qui s'appelle Amazon Prime. Alors là encore, je ne vais pas m'essayer à une question que je pose d'habitude à mes étudiants, parce que qui est client d'Amazon Prime ici? Ah, ouais, pas autant que chez mes étudiants, mais oui, je vois que les plus jeunes le sont plus. C'est une arme de destruction massive au plan marketing. Quand un nouveau produit arrive, quand Amazon aux États-Unis décide qu'il va distribuer des médicaments, tout d'un coup, le marché des médicaments aux États-Unis change, purement et simplement. Amazon Prime, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un abonnement que vous prenez pour avoir accès en première analyse à la distribution gratuite, pour faire simple. Donc c'est un abonnement mensuel ou annuel. Mais c'est aussi, vous le savez peut-être, la possibilité éventuellement d'avoir le foot maintenant, mais aussi d'avoir toute une série de services qui sont progressivement greffés et qui font qu'aux États-Unis, vous avez 150 millions de clients d'Amazon Prime. Vous avez 2/3 de la population américaine qui est client d'Amazon Prime. C'est-à-dire que demain, il va remplacer la Poste. Il a un vrai service universel. Les gens qui sont clients, évidemment, consomment, c'est ce que montrent les statistiques, 2 fois plus, puisque le premier réflexe, c'est d'aller chercher sur Amazon où la distribution n'est pas payée. Et autour d'Amazon Prime, vous avez aussi ce qui est vendu aux acteurs des marketplaces, la partie logistique au prix d'Amazon, et ça fait partie de l'ensemble des éléments qui fabriquent l'écosystème d'Amazon. Très souvent, on parle de l'écosystème d'Amazon juste en parlant de la place de marché. Et c'est évidemment très important, et vous avez plusieurs millions de clients, de fournisseurs sur cette place de marché. Mais l'écosystème d'Amazon, c'est ça, mais c'est aussi Amazon Prime, c'est l'ensemble des moyens logistiques qui font qu'aujourd'hui, ils sont quasiment équivalents à ceux de UPS ou FedEx aux États-Unis. Et c'est cette machine effectivement commerciale qui fait que chaque fois qu'ils rentrent sur un nouveau produit, c'est extraordinairement difficile de le concurrencer. Et c'est ce qui a fait effectivement que, dans un article de Wired, Amazon était qualifié de juge, jury et bourreau, parce que c'est lui qui organise son monde, c'est lui qui définit les règles pour être commerçant, c'est lui qui, quand un commerçant a des très mauvaises notes, le sort sans lui demander quoi que ce soit, et parfois il les sort alors que c'est tout simplement un autre commerçant qui a voulu tuer un petit concurrent et qui donc a mis des mauvaises notes, mais on n'a pas bien vérifié que ce n'était pas vrai. Et donc c'est un monde, un peu comme je vous le disais au début, extraterritorial et très efficace par ailleurs, au point que quand moi j'avais été amené à demander au patron d'Amazon pourquoi ils n'acceptaient pas de respecter certaines règles, il m'avait répondu c'est pas efficace. C'est vrai, c'est pas efficace. Amazon, donc je vous le disais, il est 20 fois plus gros aux États-Unis que son second, qui est Walmart. Et par ailleurs, il est
l'acteur le plus puissant dans un secteur dont on entend énormément parler en France ces dernières semaines, qui est le cloud. En français, on dit l'informatique dans les nuages. Tous ces moyens informatiques qui, de plus en plus, sont au cœur des systèmes informatiques de toutes les entreprises, ou même de vous-même. Vous êtes peut-être client du cloud d'un de vos fournisseurs. Et c'est d'ailleurs là que Amazon fait toute la marge qui lui permet après d'avoir de mener une guerre commerciale en améliorant en permanence sa logistique et sa qualité de service pour bien rendre difficile la concurrence de Prime. Et dans cette dynamique se développe évidemment de façon très très importante. Apple, c'est autre chose. Apple, c'est... Alors, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais souvent vous entendez dire dans le numérique, c'est du virtuel, c'est de la data. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est absolument vrai quand on parle de Facebook ou de Google. C'est complètement du virtuel, c'est complètement du numérique. Mais je viens de vous le montrer à travers Amazon et ce que je vous racontais. Mais Apple, c'est pareil, c'est une boîte de hard. 80% du chiffre d'affaires d'Apple, c'est de la vente de matériel. C'est pas du tout... On n'est pas dans le monde virtualisé ou numérique, etc. Et c'est pas vrai. Et c'est bien ce que je vous disais quand je vous disais tout à l'heure, finalement, le software est en train d'envahir le monde. C'est évidemment à travers les services, à travers les prestations, mais c'est sorti du seul monde virtuel. C'est sorti des jeux et des jouets du tout début du développement du numérique. Apple, c'est 275 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une capitalisation qui est celle du CAC 40 et 40% de marge. Voilà. Alors, maintenant, pour quand même avancer, même si on pourrait donner encore plein de détails, pourquoi, finalement, on a des énormes entreprises très puissantes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à empêcher qu'elles se développent? Qu'est-ce qui a fait, non pas qu'elles se développent, mais qu'elles prennent une telle puissance? Qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué? Et peut-être, avant de voir qu'est-ce que ça, cette puissance, je voudrais quand même vous donner les multiples dimensions 20 ans après. Ça n'a que 20 ans, tout ça. Hein. Il y a 20 ans, Facebook n'était pas né. Il y a 20 ans, Apple sortait l'iPod. C'était le nouvel Apple, parce que l'Apple du XXe siècle n'a rien à voir avec l'Apple que nous connaissons aujourd'hui. Il y a 20 ans, Google émergeait. Il est né à la fin du XXe siècle. Et Amazon vendait encore pas énormément de choses. Donc, les GAFA, c'est... Je vous ai dit qu'Apple, c'était le CAC 40. Alors, AE4, c'est 2,5 fois le CAC 40. Ça bouge, hein, donc c'est des arrondis, les chiffres que j'ai là, surtout dans les capitalisations. C'est aussi 2 fois le PIB français. Et peut-être, si on reste sur cette puissance économique, ce qui est probablement le plus effrayant quand même, oui, c'est assez effrayant, c'est que dans 3 de ces entreprises sur 4, vous avez des patrons tout-puissants sans aucun contre-pouvoir. Le seul contre-exemple, c'est Apple, parce qu'il y a cette histoire qui vient de ce qu'a été Apple avant. Mais Google, c'est les 2 créateurs. Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Et Amazon, c'est Jeff Bezos. Alors, ils n'ont pas la majorité du capital, mais ils ont la majorité des droits de vote. Et c'est donc assez étrange, dans ce monde du capitalisme roi, qu'on a des structures absolument sans contre-pouvoir. Autre dimension, je sors de celle-là, ces 4 entreprises, c'est 1,5 fois la R&D française, toutes compris, hein, public, privé, nucléaire et paléontologie compris, tout. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars de cash disponibles à la minute. Aucun endettement, bien sûr. Ils sont passés, et ils font leur fortune aujourd'hui dans la musique, la publicité et des choses qui, en dehors de l'aspect politique des réseaux sociaux, ne peut ne pas apparaître très important, mais c'est
ils se sont lancés dans la monnaie, la finance, l'automobile, la santé, l'espace. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de ces secteurs pas très importants pour aller vers des secteurs qui étaient, eux, beaucoup, beaucoup plus régaliens, si je puis dire, et importants. C'est d'ailleurs une des choses qui a réveillé les pouvoirs publics de tous les pays. Évidemment, le pouvoir politique et social via les réseaux sociaux est phénoménal. Je ne vais pas vous raconter ce dont vous entendez parler tous les jours et tout ce qui se passe entre tel ou tel pays en révolution ou l'invasion du Capitole. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les réseaux sociaux, ce sont des réseaux privés dans lesquels les règles sont définies par les acteurs. Moi, j'ai été très surprise quand on a crié au scandale en France parce que il avait été décidé, tiens, juste comme par hasard, quand on a été sûr que Trump avait perdu et les républicains aussi, on a effectivement coupé tous les réseaux sociaux, mais pas seulement Twitter et Facebook, mais aussi ce qui était dans le cloud d'Amazon, etc. Tout a été coupé et ils ont décidé, et tout le monde s'est dit, mais surtout en France, on vit ça comme étant le cœur de la liberté d'expression. Comment ont-ils fait ça? Mais c'est que tous ces acteurs sont chez eux et font ce qu'ils veulent. C'est leurs règles économiques. Et les tribunaux américains ne vont pas condamner ce qui s'est passé, même s'il y a eu des hauts le cœur absolument énormes en Europe, un peu partout. Et il faut bien voir que même si les contenus illicites ou les fake news et toute une série de comportements ne sont pas la majorité des messages, ils sont très largement générés par des algorithmes qui ont pour objectif de garder les gens au maximum. C'est encore l'un des articles auxquels je faisais référence tout à l'heure, qui était dans le Wall Street le mois dernier. Il y a à peu près 2 ans, quand la tension a commencé à monter, il y a eu une étude chez Facebook pour voir comment on pouvait effectivement diminuer un certain nombre de comportements et un certain nombre de pratiques. Et la réponse a été assez simple. Il faut modifier telle partie de l'algorithme. Ça aurait diminué l'engagement, effectivement, puisque c'est le mot poli qu'on emploie, mais ça aurait aussi diminué la publicité. Et donc, rien n'a été fait. De la même façon que vous avez peut-être entendu souvent le patron de Twitter qui raconte, il est assez extraordinaire comme personnage. Enfin, moi, je trouve, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et si ça vous intéresse, il y a une interview sur YouTube absolument formidable qui doit dater de 2019 ou 2020. C'est un gourou de la Silicon Valley, mais qui a quand même créé l'une des fintechs les plus riches du monde, puisque c'est Square. Donc, c'est vraiment un personnage très, très intéressant. Et lui dit, si j'avais su que le retweet allait provoquer de telles choses, on ne l'aurait pas fait. Et oui, mais ils ne l'ont pas enlevé depuis non plus. Donc, ce sont des entreprises privées dont l'objectif est la maximisation du profit. Leur objectif n'est pas la liberté d'expression. Bon. Et donc, ils aménagent leurs règles au fur et à mesure de leurs intérêts. Ils peuvent prendre des positions sur tel ou tel point, mais c'est lié à un objectif qui est la maximisation du profit. Malgré ça, et malgré le fait qu'ils sont, comme je viens de vous le dire, entre guillemets incontrôlables, pour les Américains, c'est quand même des champions nationaux. Donc croire que ça va être très facile de s'attaquer à ce genre d'acteurs, c'est un petit rêve. Personnellement, je pense, enfin, je crois que je l'ai écrit dans le livre et je le pense encore, que le seul qui pourrait avoir des problèmes, c'est Facebook. Je ne crois pas du tout au risque pour prendre le mot qu'on emploie souvent, de démantèlement, parce que ce sont, dans une guerre économique avec la Chine, les champions nationaux américains. Et puis, je vous l'ai déjà dit, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que les consommateurs sont satisfaits et qu'il n'est pas question de faire disparaître ces services. Que le problème, c'est les pratiques délictueuses qui ont accompagné leur développement pour verrouiller le marché, pour qu'il ne leur arrive pas ce qui était arrivé à leurs concurrents. C'est à ça que je propose de s'attaquer.
Ce n'est pas aux entreprises elles-mêmes en tant que telles. Enfin, et pour finir de caractériser, je vous le disais tout à l'heure en vous donnant le nombre de personnes qui utilisaient ou Google ou Facebook, il y a une connectivité absolument exceptionnelle pour ces entreprises, un nombre de clients incroyable, mais tout ça dans une complexité, une opacité qui fait que c'est très difficile de comprendre effectivement ce qui se passe et qu'ils ont mis en place des modèles économiques à l'abri de la concurrence. Alors, ça, c'est la situation aujourd'hui. De la même façon qu'il y a maintenant un consensus, mais il est récent, hein, il a 2 ans, même pas, qui effectivement est autour de ce que je viens d'essayer de vous raconter rapidement, c'est-à-dire des marchés verrouillés, une grande opacité et une grande incapacité à comprendre effectivement comment tout ça est organisé via les logiciels et via les algorithmes qui sont derrière. Il y a toute une série de pratiques d'abus qui ont été identifiées avec des rapports maintenant à peu près dans tous les pays, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en développement. Je ne vais pas rentrer dedans, ils sont cités dans le slide, mais toutes les façons d'avoir ces pratiques-là, de temps en temps, on entend parler de tel procès, tel contentieux, mais ce sont des façons qui commencent maintenant à être bien documentées. Il y a les acquisitions qui visent à tuer la concurrence, qu'on appelle les acquisitions tueuses. Évidemment, les données permettent d'enrichir la position de marché, de rendre encore plus difficile de s'attaquer à ces acteurs-là. Et ce n'est pas le moins important d'un point de vue politique, stratégique. Au début du millénaire, finalement, la conviction de tous, c'était que, bon, il y avait peut-être des problèmes, mais ils portaient l'innovation. L'innovation, c'est les gains de productivité. Les gains de productivité, c'est la croissance. Donc, globalement, comme un homme politique qui a longtemps aurait dit, c'était globalement positif. Ou les économistes plus avertis de maintenant vous diraient le bilan coût-avantage est favorable. Et donc, mais en fait, il y a eu un grand changement depuis 2016-2017. Les études macroéconomiques commencent à montrer que ces acteurs, en verrouillant le marché, verrouillent aussi l'innovation. Et alors là, on est quand même retombé dans quelque chose d'un peu caricatural, puisque non seulement il y a un certain nombre de problèmes dans leurs écosystèmes, mais qu'en plus, ils n'apportent même plus ce qui est considéré par beaucoup comme la solution à un problème important, qui est le problème de la productivité et de la croissance. Alors, s'il y a un consensus sur le diagnostic, par contre, les remèdes, puisqu'on y arrive quand même, hein, comment on va faire? Et là, on commence à ne pas être d'accord, à voir chacun des solutions différentes. Est-ce qu'il faut réguler? Réguler, ça veut dire, au fond, essayer de faire évoluer un marché en installant un acteur qui prend des mesures pour la concurrence, en s'intéressant dans le détail techniquement à ces secteurs-là, on pourra y revenir. Ou bien d'autres vous diront, mais non, c'est le droit de la concurrence, ça suffit, on va le modifier un peu, on va mettre des règles en plus, et il n'y a pas besoin de rentrer effectivement dans le... C'est l'un des débats auxquels on assiste aujourd'hui en Europe sur la façon de faire, par exemple. Après, la deuxième question, qui est elle aussi un grand débat en ce moment au Parlement européen, de quelle plateforme il s'agit. Moi, je ne vous ai parlé que des GAFA, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a un sujet qui est l'économie numérique, que l'économie numérique envahit effectivement l'ensemble de nos activités, et qui a bien ce phénomène que je vous ai décrit un peu vite, qui est celui du winner take all. Et donc, il faut vérifier comment ça se passe, il faut voir quelles sont les pratiques, il faut comprendre les algorithmes et les modèles économiques qu'il y a derrière, mais il n'y a pas besoin d'aller tout contrôler, tout vérifier. Au fond, pour prendre un exemple que je vous ai déjà donné, Uber, on a à peu près compris maintenant les avantages et les inconvénients, les endroits où il fallait jouer et où il était possible de prendre des contre-mesures. Pareil sur Airbnb, il n'y a pas besoin de mettre de régulateurs pour ça. Il n'y a pas besoin, même si c'est des grandes plateformes, même si elles sont au pouvoir de marché. Moi,
je pense que ce qui est effectivement important, ce sont ces écosystèmes verrouillants qui ont cartélisé le web. Mais vous avez d'autres acteurs qui veulent contrôler toutes les plateformes sous une forme ou sous une autre. C'est un des grands débats qu'il y a au Parlement européen en ce moment. Troisième question, OK, il y a des problèmes d'acquisition, mais comment on fait pour les contrôler? Et là encore, c'est pas simple parce que derrière, il y a la façon du droit de la concurrence de traiter les sujets. Et modifier le droit de la concurrence, c'est un peu modifier quelque chose qui aujourd'hui est un peu sanctifié. Quatrième question sur laquelle on a aussi énormément de débats. Est-ce qu'on régule les contenus? Vous savez, c'est le mot qu'on emploie. Ces derniers temps, on a eu pas mal d'émissions de radio autour de la modération des contenus. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on n'enlève pas? Qu'est-ce qui est en cause sur la liberté d'expression? Qui est responsable? Parce que le problème avec ces algorithmes et le fait que le software soit partout, c'est que, en fait, ce qui fait la loi, c'est le code. C'est dans le code, c'est dans ces algorithmes que sont décrites les règles. Et si on ne sait pas ce qu'il y a dans les règles, eh bien on laisse cette régulation privée, dont je vous ai déjà parlé, s'installer, et puis on ne sait même pas ce qu'elle est. Et donc on a un problème aujourd'hui de changement institutionnel à opérer, qui malheureusement ne se fait pas toujours, mais qui est de comprendre que si on veut reprendre le pouvoir, il va falloir qu'il y ait dans les institutions publiques des gens capables de comprendre ce qu'est le code, de ce qu'il dit, et éventuellement de le faire évoluer quand il est contraire à l'intérêt général. Enfin, dernier point, sur lequel il y a énormément de questions aussi, c'est par rapport à cette asymétrie d'information, cette situation où on ne comprend pas ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Google, en 2019, a changé son algorithme de l'outil de recherche plus de 3000 fois. Il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, étaient première ou deuxième. Or, être premier ou deuxième, c'est absolument fondamental si on veut exister, et qui, tout d'un coup, ont disparu des classements. Il y a même des fois où ça s'est fait sans que Google ait fait exprès. Il y a des cas, bon. Et quand il y a 3000 changements d'algorithme, il y en a sûrement 2950 qui sont pour améliorer le produit. Et c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'il y en a 50 qui vont peut-être avoir un effet sur tel marché, qui avoir un effet sur tel autre, sans que ça ait été testé, etc. Donc, comment on fait pour lutter contre cette information dont on ne dispose pas, parce que les changements d'algorithme, les 3000 changements d'algorithme, Google n'informe personne, hein. Il fait ses changements et puis c'est tout. Et comment on fait pour effectivement préserver l'intérêt public là-dedans? Il ne s'agit pas de tuer l'amélioration des services, mais préserver l'intérêt public. Et puis alors, il y a un jeu auquel la fonction publique, mais aussi les entreprises, etc., tout le monde aime jouer, et c'est qui le régulateur dans tout ça? Mais c'est un autre sujet. J'arrive à, effectivement, comment on fait maintenant? J'ai essayé de vous peindre ce panorama, les problèmes qui étaient posés. Comment on fait? Moi, voilà les quelques clés que je propose pour remettre en place de la concurrence, pour faire en sorte que ces verrous sautent. La première chose, c'est que je ne crois pas du tout que ce soit des plateformes qu'il faut réguler, mais c'est ce que je vous ai dit il y a un instant, ce sont les écosystèmes. Si on veut réguler Amazon, il ne faut pas juste s'attaquer à la place de marché et dire, par exemple, ce qui est peut-être un début de solution, on va séparer les offres d'Amazon et les offres des autres commerçants. Parce que si on ne s'attaque pas à Amazon Prime, si on ne va pas voir le tarif au regard des services proposés, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer Amazon Prime, mais ça veut peut-être dire qu'il faut y donner accès à d'autres commerçants ou les obliger à augmenter les prix. Il y a différentes choses, mais en tout cas, c'est l'écosystème, ce n'est pas la plateforme. Deuxième chose, j'ai commencé à y répondre, comment on fait pour contrôler et voir qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité derrière le code, derrière le software et les algorithmes. Il faut évidemment changer de siècle pour les fonctions publiques
et aussi, c'est-à-dire se donner les moyens de comprendre le code, de comprendre les algorithmes, avoir des spécialistes de ces métiers-là dans l'administration. Il y a une petite structure qui vient de se créer au ministère de l'économie en France, qui s'appelle le PEREN, dont c'est le métier de comprendre et de travailler à comprendre effectivement un certain nombre les algorithmes, de fabriquer des outils pour les autres administrations, etc. Mais c'est un tout début, c'est pas du tout... il faut évidemment que ça se prolonge au niveau européen. Troisièmement, est-ce qu'il faut réguler les fake news et les contenus illicites ou les comportements haineux ? Moi, je crois que c'est une erreur de se contenter de s'occuper des contenus. Ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, on est face à des modèles économiques. Et que donc, si on ne s'occupe pas du modèle économique, si on ne s'occupe pas en même temps de la publicité, si on ne s'occupe pas en même temps des données, si on n'arrête pas de dire « Ah, mais les données, c'est la CNIL, la publicité, c'est je ne sais pas quoi », et si on ne regarde pas tout dans la globalité, c'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie avec une bouteille d'eau. On va passer son temps à enlever des contenus, il faut sûrement les faire, mais il faut aller regarder les algorithmes, les faire évoluer si nécessaire, faute de quoi on n'arrivera pas à traiter le problème au fond. Comment on fait pour contrôler les fusions-acquisitions de ces acteurs ? Je pense qu'on a su le faire pour les entreprises publiques au XXe siècle, qu'on a considéré que ces acteurs étaient tellement puissants que c'était à eux de prouver que leurs acquisitions étaient des acquisitions d'efficience et qu'elles n'avaient pas comme objectif de tuer la concurrence. Je pense qu'il faut faire pareil et avoir effectivement des règles différentes. Et enfin, dernier point, s'attaquer vraiment au problème de la publicité. Je vous disais tout à l'heure que Google et Facebook étaient deux entreprises de publicité. En fait, c'est elles qui, de bout en bout, définissent tout dans la façon dont la publicité numérique se développe dans leur système. Elles sont absolument jugées parties et il faut s'attaquer à l'opacité intéressée de la publicité. Comment on y arrive ? En mettant en place une régulation numérique qui n'est pas une régulation par objectif. C'est un peu en ce moment ce que propose la Commission européenne, c'est deux types de textes. Un qui traite les problèmes de la responsabilité, que ce soit dans le e-commerce ou bien dans les réseaux sociaux, et un autre qui traite les problèmes de pouvoir de marché. Moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux modèles économiques et qu'il faut un régulateur pour chaque, effectivement, modèle économique, donc des équipes qui travaillent sur chacun des acteurs, qui appliquent à la fois des règles d'interdiction d'un certain nombre de pratiques, mais qui, au cas par cas, vont mettre en place des méthodes pour réouvrir le marché à la concurrence, comme on a été capable de le faire quand on a décidé que France Télécom ne pouvait plus être le seul acteur du marché des télécoms. On pourra peut-être en parler au moment des questions plus en détail, mais c'est possible, c'est faisable, il faut le faire, et à chaque fois, il y a des pistes pour le faire que je pourrais vous donner. Alors, et ce sera le dernier slide, c'était un bout des échos du début septembre. Les États se rebiffent. Oui, les États se rebiffent, mais on est effectivement face à un processus qui va être long. On voit qu'un peu partout aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, en Corée, un peu partout, les Irlandais qui ont bloqué tout, jusqu'à présent, ils ont même réussi enfin à condamner quelqu'un sur les données personnelles, mais ce n'est que le début, et il y a même eu un accord sur la fiscalité du numérique. Mais on est effectivement, et j'ai essayé de vous le montrer, face à des acteurs extrêmement puissants, qui fournissent des services tout à fait de qualité, et je pense que ce ne sera pas facile à faire, et que il faudra s'en donner les moyens. J'espère qu'on les aura. Merci beaucoup. Vous voulez rester peut-être là? Oui, très bien. Vous allez avoir beaucoup de questions. D'accord. Tant mieux.
Qui veut... Il y a toutes sortes de questions. Oui, alors comme j'ai ce micro, je vais aussi... Vas-y alors. Donc vous avez des micros devant vous. Hein, c'est ce qui a changé, c'est ce qui change cette année. Vous avez juste à appuyer sur le bouton pour prendre la parole. D'accord? Donc ne vous battez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux pour commencer? Alors après, moi je vais venir un petit peu plus haut pour voir s'il y a des questions avec ceux qui n'ont pas de micro. Ça donne un petit peu le tournis quand même, hein, cette présentation. Donc je pense qu'il faut s'en remettre avant de trouver une question. Comment? C'est clair. Oui, j'ai une question. Merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut légitimement comparer un chiffre d'affaires d'une multinationale et le PIB d'un pays? Est-ce que cette comparaison que vous faites à un moment donné est pertinente, ou est-ce que ce sont deux choses qui sont sans? Je m'interroge en fait sur la pertinence de cette mise en relation qui est très frappante, qui est très parlante, qui est un peu médiatique même, mais qui d'un point de vue scientifique m'interpelle. Vous avez parfaitement raison. C'est des façons de donner des ordres de grandeur, c'est pour ça que j'en ai donné plusieurs. Et il se trouve que ces chiffres, ces quantités sont tellement importantes que personne n'arrive à se dire ce que ça représente. Donc, on se dit qu'en les alignant, on arrive à la fin à ce qu'on ait l'impression que c'est beaucoup. Mais vous avez parfaitement raison. Je suis la première à m'élever. Ça, probablement. Mais je pense que c'est une façon d'essayer de faire passer un message. Ouais. Et c'est un peu la même question aussi sur le nombre d'utilisateurs quand on compare à des populations de pays, finalement. Quand on compare, quand on dit que finalement... Alors, à réfléchir entre les deux analogies, je pense que quand vous avez des services sur lesquels les gens restent 3-4 heures, ouais, c'est pas mal, quoi. Là encore, on est dans les analogies, on n'a pas de comparaison. J'ai commencé en employant le mot d'extraterritorial. Donc, c'est bien pour dire qu'on est dans des univers sur lesquels on est en train d'apprendre la grammaire, mais on est au début. Hein. Et donc, on essaye. D'ailleurs, je n'ai pas comparé avec les pays. J'ai donné juste les chiffres, mais ça veut dire que vous avez... C'est moi qui le fais, parce que c'est fait souvent aussi dans la presse, hein, les comparaisons au PIB et les comparaisons en termes de taille de pays par rapport aux utilisateurs. Oui, mais je pense que, là encore, en tout cas, Mark Zuckerberg a fait lui-même la comparaison quand il était plus petit. Et quand on l'écoute parler du monde qu'il voit autour de Facebook, il veut quand même mettre en place une monnaie, il a mis en place une Cour suprême, on a appelé ça comme ça, là encore. Donc on ne sait pas, on est en train, moi c'est vrai que j'ai pas envie d'habiter Google, quoi. Mais voilà. Et encore moins Facebook. Pardon, vous avez un monsieur... On va prendre devant, derrière. Vous devez vous sentir assez solitaire quand même, parce qu'il y a des milliards de gens qui suivent. Donc s'ils suivent, c'est que quelque part il y a un attrait pour eux. Donc est-ce que ce ne sera pas plutôt un problème d'éducation générale de la population pour qu'ils ne tombent pas dans cet attrait? Non, je crois avoir essayé de vous dire à plusieurs reprises que les services étaient de qualité, en gros. Donc moi, je ne suis pas, c'est peut-être d'autres personnes, je ne suis pas dans gros et méchant. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on respecte l'état de droit, que les règles communes soient respectées, qu'il y ait un lieu où puisse s'exprimer l'intérêt public. Ma vie professionnelle m'a fait penser, mais peut-être tout le monde ne sera pas d'accord, que l'entreprise n'est pas le lieu de l'intérêt général. Donc je ne veux pas laisser aux entreprises le fait de définir l'intérêt général. Après, si j'ai le choix entre une dictature et un... Je ne sais pas bien après, mais c'est d'autres concepts, d'autres façons de voir le monde. Non, je ne cherche pas à ce qu'il n'y ait pas d'utilisateurs de ces entreprises, mais je cherche à ce qu'elles
Mon ambition, c'est qu'il puisse être contesté, qu'il puisse y avoir de la concurrence, qu'il respecte nos lois. Voilà, c'est beaucoup moins ambitieux que ce que vous sous-entendez. Là, j'espère que je ne suis pas trop minoritaire. En d'autres termes, c'est mettre de l'éthique. Comment ? C'est mettre de l'éthique. Si vous voulez, je reste à des mots encore moins... Je suis toujours un peu gênée par le mot éthique parce que j'ai peur qu'il remplace la loi. Moi, ce que je veux, là, juste, c'est qu'effectivement, la régulation privée soit remplacée par de la régulation publique, qu'on ait le droit... Enfin bon, voilà, que... Oui, mais comme la loi n'existe pas pour l'instant, comme vous dites, elle a du mal à la faire, et monsieur dit, peut-être un petit peu d'éthique au niveau des dirigeants, ça pourrait peut-être, à titre temporaire, en attendant la loi que vous espérez, qu'on va pouvoir régler la concurrence, etc., peut-être que c'est la moralisation qui peut être un outil... Écoutez, je suis peut-être trop cynique, mais moi, ma vie professionnelle m'a appris que l'éthique, c'est très bien, c'est comme ça que je choisirais mes amis, mais sur la vie en société, je préfère la loi. La loi. Ouais. Monsieur. Moi, j'ai un peu honte parce que je voulais acheter votre livre il y a un an. Voilà, excusez-moi. Je voulais acheter votre livre il y a un an, puis quand j'ai vu GAFAM, je me suis dit encore de l'anti-américanisme primaire, et il n'y a pas les BATX. Pourquoi vous ne parlez pas finalement des Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi ? Parce que finalement, c'est encore pire, puisque leur dynamique n'est pas basée, non pas sur une volonté de faire que le client soit au cœur du système, mais répondent finalement à un enjeu plus grand, qui est celui de répondre à un parti qui veut savoir ce que fait sa population. Donc, si vous voulez, j'ai été un peu déçu parce que je me suis dit, en France, on a fait le Minitel, c'est pas mal, mais je suis content de ne pas l'avoir dans la poche. Et je remercie parfois les Américains parce que on avance, et comme avait dit finalement Washington à Lafayette lui dit, pourquoi vous n'allez pas faire la démocratie plus vite ? Mais il a dit, mais vous n'êtes pas prêts. Et tout ça, il a fallu presque un siècle de plus, nous, pour qu'on ait une république. Donc je me dis qu'on est toujours en retard et on se plaint que les Américains sont en avance. Voilà, si vous pouviez m'éclairer. Alors, je ne suis pas absolument d'accord avec vous, parce que je pense qu'il y a les peurs et le réel. Vous avez peur que les BATX viennent et fassent ceci ou cela en France ou en Europe. Moi, je constate factuellement ce que font les GAFA, pas les GAFAM d'ailleurs, je dis les GAFA, concrètement, comment ils ont un certain nombre de pratiques qui étouffent la concurrence, verrouillent le marché, ne respectent pas la loi. Je ne suis pas ailleurs que là-dessus. Et là-dessus, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais pour l'instant, Baidu, il n'est pas en France. Donc, je n'ai pas à définir de politique. Ce que je dis, c'est par rapport aux pratiques de ces acteurs, voilà ce que je propose pour les faire re-rentrer dans le droit commun. Si demain, Baidu a le même genre de pratique en Europe, eh ben, on appliquera les mêmes règles. Mais ce n'est pas le sujet dont je parle. Mais vous avez raison, il y a plein d'autres sujets dont je ne parle pas. Voilà, de façon très limitative, ce dont je parle. Alors effectivement, ça me permet d'avoir des réflexions plus transversales sur la responsabilité dans le numérique, sur les algorithmes. Mais il s'agit de les appliquer à des faits et à des pratiques. Donc, si ce que je propose marche, eh bien, ça marchera aussi pour les autres quand ils auront fait le même genre de choses. Et juste pour rebondir un petit peu sur la question de monsieur aussi, et l'Europe dans tout ça, parce qu'on est quand même coincé entre deux gros mondes qui se font concurrence, comme vous l'avez mentionné plus tôt, et où se positionne l'Europe dans tout ça ? Est-ce qu'il y a un rôle dans l'Europe pour créer quelque chose de différent, par Alors, exemple ? l'Europe, objectivement, même si je critique l'impuissance d'un certain nombre de pratiques, l'Europe est plutôt parmi les pays qui ont le plus vite, le plus tard certes, mais le plus vite, posé les problèmes. C'est derrière qu'on voit arriver aussi bien le rapport du Congrès américain, qui n'est sorti qu'il y a 1 an et demi, enfin c'était encore du temps de Trump, et les décisions, etc. Donc, dans la réflexion et dans l'analyse, l'Europe est plutôt en avance. C'est la première chose. La deuxième, il est évident qu'en tant que France, on ne peut rien faire. Ça, je veux dire, ces acteurs-là, avec ces modèles globaux
préféreront sortir d'un pays que de déroger à un certain nombre de règles qui les gouvernent globalement. Et c'est d'ailleurs ce que Facebook a fait en Australie, quand on voulait le forcer sur la presse. Alors ils ont fini après par trouver une modalité qui ne dépassait pas la ligne rouge qu'avait fixée Facebook, ce qui permet maintenant aux Australiens de dire qu'ils ont gagné. En réalité, moi j'aurais plutôt tendance à penser que c'est Facebook qui a gagné, mais c'est une autre histoire. Donc, pour vous répondre, l'Europe est le seul niveau pertinent pour pouvoir agir sur ces acteurs, surtout dans ce contexte de guerre économique qui fait que les Américains, de plus en plus, voient moins, enfin, ne peuvent pas voir le marché chinois comme étant un marché de développement. Donc l'Europe est encore plus importante. Donc, pour résumer, c'est la bonne dimension géographique, parce que c'est un marché important pour les Américains. Il y a une prise de conscience. Je vous dirais que les propositions telles que je les vois aujourd'hui ne vont pas assez loin, mais que, vers à moitié vide, vers à moitié plein, moi j'ai appris de la régulation de toute une série de secteurs dans lesquels j'étais amené à travailler, en particulier le secteur des télécoms et le secteur postal, que ça ne se fait pas en un jour, qu'on apprend, qu'on se trompe, qu'on fait évoluer. Donc... Est-ce qu'il y a assez d'accords entre les Européens? Parce que l'Europe, on est en avance, on a aussi... Pour l'instant, assez d'accord par rapport à ce que je vous dis, non. Mais il y a en tout cas, par rapport à là où on était, c'est toujours pareil, oui, il y a 3 ans, et par rapport à d'autres pays, oui. Il y a quand même un consensus. Maintenant, il y a des sujets sur lesquels, moi, j'ai envie de grimper au rideau et où ça passe pas. C'est le principe du pays d'origine. Ah oui. Aujourd'hui, pour résumer, ce qui est dans les gènes de l'Union pour rendre possible le marché unique, c'est qu'une entreprise, c'est la règle de son pays d'origine qui s'applique. C'est bien, quoi. Ça permet effectivement d'essayer de diminuer les barrières au développement à l'intérieur de l'Europe. Le seul problème, c'est que dans ce jeu-là, les Américains, les Chinois aussi d'ailleurs, enfin, les non-européens ils choisissent le pays moins 10 ans pour aller s'installer. Et que donc, l'Irlande n'est pas seulement un paradis fiscal, c'est aussi un paradis pour les données personnelles, c'est un paradis pour... Enfin, voilà, c'est un paradis réglementaire. Et donc, ça a conduit à un certain nombre d'échecs. Il faut trouver des réponses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à moitié vide, à moitié plein. Oui, comme je suis à côté de monsieur, je lui donne la parole. Oui. Et après, Le gouvernement français envisageait de taxer les GAFA. Où en est-on actuellement? Il les taxe en ce moment. Il les taxe depuis, je ne sais pas si c'est l'an dernier ou même l'année d'avant. La loi prévoit que cette taxe s'arrêtera à partir du moment où l'accord OCDE sera mis en œuvre. Mais pour l'instant, la taxation a lieu. Alors, ça, c'est la réponse premier niveau. La réponse second niveau, c'est oui, elle a lieu, mais comme ces acteurs sont puissants et qu'ils imposent leur pouvoir sur les entreprises qui se bloquent sur elles. ça, c'est important. Ouais. Voilà, pardon. Mon mari vous dirait que je parle trop avec mes mains. Bon. Pardon. C'est une bonne question, ça. Donc, comme ils ont effectivement le pouvoir de faire payer qui ils veulent, ils ont augmenté leurs tarifs pour payer les impôts. Donc, c'est nous qui payons. Autre question. Vous n'avez pas beaucoup parlé des big data. Ah, bon, allez-y, mademoiselle, allez-y. À l'heure actuelle, pour votre leadership mondial, on pourrait penser qu'il est obligatoire de devenir un nouvel écosystème, mais en vue du fait que les GAFA se sont énormément adaptés à leur temps, est-ce que ce serait possible d'arriver à leur niveau maintenant? Je pense que si on prend le sujet comme ça, du jour au lendemain, non. C'est pour ça que ce que je propose, c'est effectivement de mettre en place une régulation
qu'en jargon on appelle asymétriques, c'est-à-dire qui aident les nouveaux entrants, ceux qui sont plus petits, à grossir. Et cette façon de mettre en place cette régulation asymétrique ne peut être que entreprise par entreprise. J'ai commencé à vous en dire quelques mots, par exemple, pour Amazon. Si on veut rendre possible une modification sur le marché du e-commerce, il faut aller regarder Amazon Prime et envisager un certain nombre d'évolutions. Je ne vais pas vous dire lesquelles, mais pareil sur la logistique, à partir de laquelle des acteurs plus petits ne se retrouveront pas tout de suite écrasés avant d'avoir commencé. Donc ça, c'est un premier exemple. Quand on est sur le... j'ai un slide là qui donne... Je l'avais mis derrière. Voilà. Vous voyez, sur chacun des écosystèmes, les endroits sur lesquels on pourrait appuyer pour rendre possible cette montée. Alors, par exemple, sur Google, partager les données avec d'autres moteurs. Je vous ai parlé des snippets. Il est clair qu'aujourd'hui, Google, avec ses 90% de parts de marché, il est capable de savoir les questions que les gens se posent. Et c'est un avantage exceptionnel par rapport à tout nouvel entrant. Donc l'idée de partager un certain nombre de choses de ce côté-là est une idée qui fait son chemin, pas chez Google bien sûr, mais ça fait partie des moyens qu'on pourrait trouver avec les recherches sur les réponses retenues. Il y a tout ce qui concerne des mesures visant à améliorer la visibilité des concurrents. Vous avez tout le sujet de la publicité où il faut séparer les ad tech. Enfin bon, là j'ai un certain nombre d'exemples qui sont repris dans ce slide. Si vous voulez, de toute façon, c'est en allant sur plusieurs domaines, comme c'est les écosystèmes et qu'il y a partout maintenant des pouvoirs de marché, il faut essayer d'ouvrir dans les endroits qui apparaissent comme étant les endroits les plus sensibles. On n'y arrivera pas du premier coup, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour rendre possible, sans comparaison n'est pas raison, c'était national, là on est mondial, mais personne n'aurait imaginé il y a 20 ans qu'on aurait 4 acteurs de grande taille nationale dans les télécoms, alors qu'il y avait un monopole absolument solide en matière de télécom. Et ça a été de la régulation asymétrique qui a été mise en place, il y a eu des erreurs, etc. Donc voilà. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a plus la place pour avoir un autre acteur de cette envergure? C'est plus possible aujourd'hui d'avoir un Zuckerberg ou un Bezos. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? J'en sais rien. Enfin, honnêtement... Pour donner de l'espoir, on a des jeunes quand même. Oui, oui, mais moi je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Probablement avec d'autres modèles, avec d'autres façons de se développer. Beaucoup de gens pensent qu'il y a dans les données industrielles tout un nouveau monde qui est en train de se construire. Mais moi, je ne les oppose pas. C'est-à-dire que parfois, on entend, oui, mais enfin, tout ça, c'est encore, comme d'habitude, de la règle, de la réglementation. Fonçons sur les données industrielles, l'industrie 4.0, etc. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'acteurs importants si on n'arrive pas à faire que ces écosystèmes qui sont des nouvelles infrastructures ne sont pas un peu partagés, parce qu'elles trouveront toujours le moyen de rendre extraordinairement difficile la croissance de nouveaux groupes. Voilà. Donc, je pense que c'est une condition nécessaire. C'est évidemment pas une condition suffisante. Oui. Autre question? Ici, vous avez, à un moment donné, vous avez parlé de la relation entre la Chine et les États-Unis et le rôle, justement, des GAFA. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le rôle stratégique que représente? Vous avez dit que finalement, les Américains sont contents de protéger leur GAFA parce que les Chinois ont des alternatives et ils sont très gourmands du marché mondial. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur ce point? Il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels, visiblement, le cœur, par exemple, de ce qui se fait aux États-Unis en intelligence artificielle, se fait quand même très largement à Google, Amazon et Facebook, pour prendre cet exemple.
Donc, avant de casser ces machines à penser, Ouais. je pense qu'ils réfléchiront dessus. Par ailleurs, enfin, je crois que personne ne comprend ce qui est en train de se passer en Chine, par ailleurs, à l'égard des géants chinois qui, un peu différemment de ce que disait monsieur tout à l'heure, ils n'ont pas cru pour la puissance du Parti communiste. C'est en ce moment que le Parti communiste est en train de les mettre au pas. Donc, que vont devenir ces acteurs Oui, on ne sait pas pour l'instant. Oui. Pour l'instant, jusqu'où vont-ils aller, je ne sais pas. Enfin, On avait une question ici. Allez-y, mademoiselle. Moi, je voudrais ajouter un point de vue un peu plus pessimiste. Parce que lorsque vous parlez de la régulation des pratiques des GAFA, vous mentionnez les administrations publiques. Mais j'ai l'impression que vous n'envisagez pas forcément le biais des responsables justement de cette gouvernance. Parce que ils sont également faillibles, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un biais en faveur ou en défaveur des GAFA, et ainsi les différentes solutions que vous avez proposées se trouvent finalement très, très limitées. Est-ce qu'il est vraiment possible de réguler, de gouverner ces pratiques? écoutez, moi, je l'ai vu dans les télécoms, je l'ai fait au quotidien. Oui, c'est possible. C'était effectivement pas le même secteur, mais je l'ai vu faire dans d'autres modalités. Oui, c'est possible. J'ai pas dit que c'est sûr que ce soit gagné. Je pense qu'il y a plein de conditions qu'on n'y est pas encore, mais je crois que oui. Je crois que, si vous voulez, à un moment, mais il faut que ces boîtes aient peur, hein, à un moment, c'est leur modèle économique. À un moment, c'est... il faut finir par trouver une façon d'aligner les intérêts. Bon, alors, c'est difficile. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire, parce que je n'ai pas envie d'avoir le choix entre être dirigé par une dictature et dirigé par des entreprises. Enfin, et que je pense que je ne suis pas la seule, que même s'il y a beaucoup d'intérêts financiers et que très souvent on entend dire, ce qui n'est pas faux, que les jeunes dont vous êtes préfèrent aller travailler dans des endroits où on est mieux payé. Je ne parle pas de vous, hein, mais moi j'ai vu que ce n'était pas vrai pour mes étudiants. J'ai vu les jeunes à l'ARCEP, quand on donne aux gens les moyens de faire évoluer les choses dans l'intérêt général, il y en a beaucoup aussi qui sont prêts à se bagarrer pour. Donc, je pense qu'il faut créer les conditions. Puis si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est quand même très important ici, parce qu'on parle on est aussi dans une école, et que justement, vous l'avez mentionné avant, on a un vrai problème de compétences dans les services publics aujourd'hui, qui ne comprennent pas forcément comment fonctionnent ces outils pour pouvoir les réguler de façon appropriée. Donc c'est important aussi par rapport à des choix de carrière que lorsqu'on est dans le STEM, on s'engage aussi vers le service public, non? Enfin, moi je vois, très franchement, je le vois chez mes étudiants qui sont soit les masters de Dauphine, soit ceux qui étaient ingénieurs à Centrale Supélec. Vous le savez sûrement, quand on propose des projets qui sont des projets qui apportent personnellement, et qu'on n'est pas trop mal payé, même si on est moins payé que chez Facebook, je connais beaucoup de jeunes qui courent pour y aller. Hein. Oui, monsieur. Appuyez sur le bouton. Oui. Voilà. Je n'ai entendu aucune intersection avec l'ardente obligation de tous les pays du monde, de tous les consommateurs du monde, de réduire les énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Ne pensez-vous pas que cette ardente obligation qui, à un moment donné, touchera la publicité, tous les produits qu'il faut éviter de produire et de consommer? Donc, est-ce qu'une traçabilité sur les sources de financement des GAFA n'est pas de nature à faire évoluer le système? Merci, vous avez un joli masque. Oui, vous avez vu, tout le monde est là, c'est comme chez Nagui. C'est un cadeau de mes enfants grâce au GAFA.
C'est très perturbant parce que je me suis demandé si c'était vous qui parliez. On ne voit pas le mouvement. Oui, c'est ça, voilà. Je n'arrivais pas et je vous regardais. Bon. Merci. Écoutez, sur les aspects de consommation énergétique du numérique et sur les aspects de diminution de ces consommations, je pourrais faire du café du commerce, mais j'aime pas le faire. Je vais pas le faire ici. Donc je vous parlerai pas de ça. Je vous ai parlé de ce que je connaissais. Pour le reste, la traçabilité des financements, les financements des GAFA, ils sont parfaitement traçables. C'est pas là qu'ils pêchent. Hein. Il n'y a aucun problème de traçabilité des financements. Le problème, il est dans les pratiques, dans la façon dont cet argent est gagné, dans les algorithmes qui sont derrière et qui éventuellement vont favoriser des produits sur lesquels ils gagnent plus d'argent que d'autres. Enfin bon, mais pas dans la traçabilité. Mais si la traçabilité existe, les États ont la possibilité de différencier dans ces sources de financement, suivant que la publicité contribue aux émissions de gaz à effet de serre ou pas. Donc il y a un moyen de régulation que les États peuvent se donner. Joker. Bon, on fera une autre conférence sur ce sujet. Oui, parce que ça, c'est un sujet en tant que tel, en fait, la contribution au changement climatique de l'économie numérique. Effectivement, c'est un sujet en tant que tel, mais là, ce que Madame nous présente aujourd'hui, ce n'est pas cette contribution-là, c'est plus la contribution par rapport aux autres impacts sociaux et sociétaux de ces plateformes. Vous aviez une question? Ou peut-être que je vous force, mais je vous ai vu hésiter. La dernière question, oui. Je voulais mettre en avant le protectionnisme face au GAFA, par exemple. Ce ne serait pas pertinent ou efficace de mettre en place des mesures protectionnistes? Protectionniste national, vous voulez dire? Au niveau européen ou bien national? Écoutez, moi j'ai l'impression, dans ce que je vois autour de moi, qu'il y a peut-être une partie de la population qui serait prêt à dire je prends moins bien, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ne pas utiliser ces services. Il y a d'autres services. Et donc les interdire au niveau politique, j'avoue que je n'arrive pas à les faire rentrer dans le modèle dans lequel on vit. Donc je comprends ce que vous dites, mais ça ne me paraît pas correspondre au modèle politique dans lequel on vit. Mais je préfère rendre possible à des acteurs de concurrencer, qui réussissent et qui le fassent mieux, que de m'inscrire dans un schéma dans lequel je ne fabrique pas l'avenir. Alors, est-ce que, en attendant que l'avenir se fabrique, qu'est-ce que je fais? C'est un débat. Je pense que le débat que vous posez, personnellement, je le vois plus sur les sujets de cloud, par exemple, que sur cela. Mais peut-être que je me trompe et que je réfléchis trop vite à votre question. Ça veut dire qu'il faudra qu'on continue le débat sur ce thème-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On reprendra la question de M. Oulès aussi à un autre moment. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus et je remercie beaucoup Joël Toledano d'avoir été avec nous. Et merci aussi à Patel.